Addiction Rébellion, mini-série. Garde à l'esprit que la seule façon sûre de ne jamais devenir accro à quelque chose, c'est de ne pas commencer, et que la seule façon sûre de ne jamais replonger, c'est de ne pas recommencer. Cette phrase, nous l'expliquons toujours un peu plus. Salut à toi, c'est Sophie. Aujourd'hui, c'est lundi. Bienvenue dans Addiction Rébellion. Un podcast pour tout connaître des addictions, pour t'en libérer et pour les dépasser. Ce podcast est un partage citoyen, un retour d'expérience sur un vécu assez dense, et il ne se substitue en aucun cas à une prise en charge médicale. Tu écoutes le deuxième volet d'une série en 4 épisodes, que je te recommande vivement d'écouter dans l'ordre. Je te mets le lien vers le premier épisode sous l'audio pour que tu puisses commencer au début. Pour continuer mon étude, je vais te montrer concrètement à quoi servent les ruminations mentales. Je prends ce temps parce que comprendre les bénéfices qu'elles t'apportent va te permettre de trouver de nouvelles sources pour recevoir ces bénéfices. Nous sommes toutes et tous des rumineurs avec un petit moulin dans la tête. Et si certains d'entre nous sont entraînés beaucoup trop loin dans ce fonctionnement, c'est un phénomène universel. Il a une raison d'être. Il ne faut pas sous-estimer les fonctions protectrices des ruminations. Les ruminations mentales sont une tentative de régulation. Elles servent plusieurs fonctions possibles. Éviter une émotion brute, comme la peur, la honte ou la tristesse, parce que parfois il vaut mieux réfléchir que ressentir. Elles permettent parfois d'éviter de faire face au vide ou à l'horreur, par exemple l'absence de solution, l'impossibilité de changer le passé ou l'incapacité de sauver quelqu'un. Elles maintiennent une illusion de contrôle, et dans certaines situations c'est vital. Elles permettent de maintenir l'illusion d'une certaine cohérence, c'est ce que je te montrais dans le cas des violences familiales. Elles permettent de retarder ou de repousser une décision difficile. Elles permettent aussi de rester fidèle à une valeur, par exemple la loyauté familiale. Dans certains cas, elles permettent même de donner du sens à une situation qui n'en a pas. Je rumine parce que je veux sauver mon mari. C'est-à-dire, c'est comme ça que je combats et que je ne m'effondre pas, puisqu'il n'y a rien que je puisse faire. On voit que, comme pour n'importe quel comportement addictogène, les ruminations mentales sont une mauvaise solution à un vrai problème. En ceci qu'elles tentent de contourner quelque chose qu'on ne sait pas comment résoudre, parce que la charge émotionnelle qu'on tente de mettre sous le tapis est parfois plus difficile à supporter que la toxicité des ruminations mentales. En outre, les ruminations mentales peuvent offrir des gains secondaires. Lesquels ? Elles permettent parfois d'éviter d'agir. Pendant que je cogite, je ne passe pas à l'action. Elles permettent de maintenir une cohérence identitaire dans l'idée que tu te fais de toi-même. Elles permettent de maintenir à tout prix un lien avec quelqu'un que tu ne veux pas perdre, même si ce lien est toxique. Elles permettent d'éviter un peu la culpabilité. Je ne fais pas rien, je cherche. Si je rumine, je suis dans l'action. En tout cas, ça y ressemble. Si je ne rumine pas sur ce sujet, alors ça veut dire que je ne fais rien pour le résoudre et c'est insupportable. Comme tu le vois, tes ruminations mentales te servent bel et bien à quelque chose, même si elles ne sont pas efficaces pour solutionner un problème. Si elles sont un choix pas ouf, en tout cas, elles ne sont pas un défaut de ta personnalité. En prenant même un peu de recul, il apparaît que ruminer est une capacité universelle et très humaine. Nous sommes presque tous un peu comme ça. Nous n'avons besoin que de peu d'ingrédients pour ruminer. Le langage, la mémoire, l'imagination et la conscience de soi. Quand tu as ça, tu ne vas pas forcément basculer dans les ruminations mentales compulsives, mais tu as le terrain pour ruminer. Alors c'est un comportement variable, qui peut être amplifié ou régulé selon le contexte dans lequel tu vis et selon tes propres ressources de régulation émotionnelle. On suppose d'ailleurs que le phénomène ne prend pas la même ampleur dans les sociétés moins industrialisées que la nôtre. On suppose que les ruminations sont moindres là où les vies sont un peu plus ancrées dans le présent, là où l'activité physique est soutenue, où la cohésion sociale est forte et où la solitude mentale est moindre. On peut supposer que les personnes sont moins affectées par ce phénomène que dans nos sociétés. Dans nos sociétés, l'isolement est plus fréquent. Nous sommes soumis à de fortes pressions de performance. La comparaison sociale est constante
et nous sommes surchargés d'informations. Dans ce contexte, les ruminations mentales sont beaucoup plus systémiques. Isolement, pression, comparaison, surabondance de stimuli et d'infos, c'est un cocktail qui favorise l'auto-analyse excessive, les scénarios catastrophes et la rumination chronique, en particulier pour les personnes qui se sont construites sur des failles émotionnelles. Ce que j'essaie de dire, c'est que c'est normal d'anticiper, de regretter et d'avoir peur. Mais notre cerveau qui rumine s'empare de ces vécus pour créer des scénarios catastrophes complètement toxiques. Dès lors, si une émotion ou un ressenti stressant surviennent ou existent chez toi de façon chronique, comme la honte ou l'anxiété, ton cerveau va percevoir cet état comme un problème non résolu auquel il faut trouver une solution. Alors pourquoi toi, tu rumines plus que ton voisin ? Parce que ton voisin n'a pas le même vécu que toi. Il n'a pas le même patrimoine génétique, ni le même héritage familial. Il est peut-être une personne très orientée vers l'action. Il a peut-être grandi dans un environnement où il a mieux appris à réguler ses émotions et à supporter l'incertitude. Il est peut-être entraîné à laisser passer ses pensées. Il vit peut-être dans un contexte qui le préserve de penser longtemps et tout seul. À ce stade, tu te dis peut-être que si tu n'étais pas seul, tu pourrais peut-être parler de tes problèmes à quelqu'un. Mais il y a une version orale des ruminations mentales. C'est se plaindre. On peut même le faire à deux et ruminer ensemble, en couple, sur les mêmes sujets anxiogènes, encore et encore. Et parfois, le sujet du couple lui-même est la rumination mentale qui maintient la cohésion au sein du couple et qui sert de soupape. Il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. J'espère que tu l'entends. J'espère que je t'ai assez montré comment les ruminations mentales s'invitent et comment elles s'installent pour que tu comprennes qu'elles ne sont pas volontaires et qu'elles ne sont pas un défaut de caractère. J'en arrive à l'autre nœud du problème. Les ruminations n'utilisent pas seulement tes processus mentaux. Elles mobilisent aussi tes émotions. Tu peux créer des boucles de rumination à partir de tes émotions. Alors il faut aussi apprendre à faire la différence entre une émotion et une rumination. Le terme émotion vient d'un verbe latin, ex movere, qui a donné le terme émouvoir, et qui signifie très exactement mettre en mouvement hors de. Et c'est exactement à ça que servent les émotions. Regarde bien, tu t'apprêtes à traverser la route, mais au moment où tu tournes la tête à gauche tout en avançant ta jambe pour quitter le trottoir, tu détectes un camion. Instantanément, tu reçois une décharge d'adrénaline sous le coup de la peur et tu recules. Ta peur vient de te sauver la vie en te mettant en mouvement, en te sortant de ce qui était en train d'accaparer ton attention. Une émotion, c'est ça. C'est un signal qui met en mouvement ton organisme pour qu'il s'adapte, pour qu'il s'ajuste à ce qui se passe. J'ai choisi un exemple un peu spectaculaire pour que tu comprennes facilement l'idée, mais je peux t'en donner deux autres un peu plus subtils. Une personne te parle mal, elle te manque de respect. Tu sens qu'elle cherche à te réduire au silence pour t'imposer quelque chose qui va contre ton intérêt. Tu sens quel signal monte ? La colère. À quoi elle sert ? Elle te sert à poser une limite, à dire stop, à dire non. La colère est un mouvement qui te fait bouger pour installer des limites autour de toi et pour prendre ta défense. C'est un mouvement qui te sort de ta tranquillité et de la passivité dans laquelle tu te trouvais parce qu'une action est nécessaire. C'est un mouvement qui te sort de la soumission, de l'injustice acceptée, de l'effacement et qui te conduit vers l'affirmation. Tu vois ce que je veux dire ? Quant à la tristesse, c'est sans doute l'émotion dont le rôle est le moins facile à comprendre. Et pourtant, elle aussi te fait faire un mouvement dont tu as besoin pour ton équilibre. Je prends un exemple simple. Tu perds quelqu'un. Il y a des larmes, une baisse d'énergie, un repli, un retrait, un besoin de solitude. Tu te sens triste parce que tu voudrais que la personne soit encore là, mais qu'elle n'est plus là. Il y a encore en toi des élans, des impulsions agissantes. Tu voudrais pouvoir vivre activement avec cette personne, mais ce n'est plus possible. Il peut y avoir aussi une difficulté à accepter que cette relation est terminée, qu'elle s'arrête là, qu'elle est perdue. Eh bien, ta tristesse t'aide à actualiser tout ça et à t'y adapter. En te fournissant les larmes, la solitude et le retrait, elle t'amène à sortir du déni, du refus. La tristesse t'aide à intégrer ce changement dans ta réalité, à transformer ce lien vivant en souvenir intégré. Elle te sort de la vie à l'extérieur et elle te ramène à l'intérieur de toi
pour marquer la perte, pour désinvestir progressivement cet objet d'attachement, te faire lâcher ce qui n'est désormais plus accessible pour toi. Sans cette étape nécessaire, tu restes bloqué. Tu n'es pas prêt à reprendre contact avec tes ressources profondes, avec tes rêves, avec tes désirs profonds. La tristesse est un mouvement lent, intérieur et silencieux. Elle te permet d'intégrer la perte émotionnellement et corporellement. La suite, c'est du temps et du soutien, mais peu à peu, tu t'ajustes à cette nouvelle vie. Peur, colère, tristesse sont des émotions qui réorganisent ton système. Mais regarde bien, comme une pensée fonctionnelle, une émotion fonctionnelle passe. Tu la vis, elle te fait bouger, elle se résout, elle s'arrête. Il peut arriver que les ruminations mentales s'emparent de tes émotions et que tu ne réussisses pas à t'en sortir. Je te donne encore un exemple vécu. Mon chat est mort d'une allergie aux puces. J'ai vu qu'elle ne se sentait pas bien. C'était un samedi soir et j'avais du monde à la maison. Le dimanche, je m'occupe d'elle toute la journée. Je vois qu'elle est pleine de puces, je la brosse, je la nettoie, je lui parle, je la caresse, je l'encourage. J'essaie de la débarrasser des vermines en me disant que demain j'irai acheter un cachet, mais je vois bien que ça ne fonctionne pas et qu'elle ne se sent pas mieux. Finalement, je l'emmène chez le véto de garde en fin d'après-midi. Trop tard. Elle meurt dans la nuit d'un choc septique. Je ne savais même pas qu'un chat pouvait mourir d'une allergie aux piqûres de puces. Je fonds en larmes, je pleure sur son petit corps que je serre dans mes bras et que je ramène à la maison, impuissante. En plus, je me sens coupable de ne pas avoir réagi plus vite et de ne pas avoir su quoi faire, même si je ne suis pas véto. Mon compagnon creuse un trou, je l'enroule dans un joli plaid, nous embrassons sa fourrure encore douce, nous la recouvrons de terre, je dépose quelques fleurs, je lui demande encore pardon, je lui dis combien je l'aime, et je reste là à pleurer devant ce petit tas de terre. Elle n'est plus là, ma petite copine. Elle ne sera plus jamais là, et je l'ai aimée jusqu'au bout. Fin de l'histoire. Et puis les jours et les semaines ont passé, je me suis habituée à ma vie sans elle, j'ai appris à continuer de vivre sans trahir mon lien à ma petite compagne à quatre pattes. C'est ça, la tristesse. Ce n'est pas la même chose quand je commence à me dire « Mais pourquoi ça m'arrive à moi ? Pourquoi je n'ai pas réagi plus tôt ? Mais quel imbécile ! J'aurais dû y aller samedi soir quand j'ai trouvé qu'elle avait mauvaise mine. Il était encore temps, j'aurais dû planter mes invités et y aller, elle était plus importante. Je suis vraiment la pire des maîtresses. Qu'est-ce qui m'a pris de prendre un chat ? Je suis déjà pas foutue de m'occuper correctement de moi, alors forcément ça allait mal finir. Non mais regarde comment tu gères tes relations, en général c'est édifiant. De toute façon j'ai jamais rien fait de bien. Le pire c'est que je continue quand même d'essayer. C'est sans fin, je m'en sortirai jamais. Un jour j'arrêterai peut-être par lassitude ou parce que je me serais trop détruite. Je finirai seule quoi. Bon, de toute façon, que j'essaye ou pas, de toute façon je vais finir seule. À chaque fois mes relations sont catastrophiques. Etc. 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 Ça te parle, ce que je dépeins ? Tu connais ? Eh bien ça, ce n'est pas une émotion. C'est une rumination qui s'empare de ton émotion de tristesse et qui tourne en boucle, qui monte un scénario « je vais finir seule » et qui te conduit à te sentir de plus en plus mal. Parfois, rien que pour sortir de cet état insupportable, tu passes à l'acte et tu fais quelque chose que plus tard tu regrettes. Dis-moi en commentaire si ça te parle. Je profite de ces exemples pour lever un doute qui peut s'inviter si tu cherches à te libérer des ruminations mentales. Tu peux avoir peur de mal faire en évitant de réfléchir au sujet qui fâche, ou en refusant d'entrer dans des ruminations mentales. Et tu te dis, bah oui, mais et si je refoulais mes émotions ? Si en refusant d'entrer dans une rumination, je suis dans l'évitement ? Eh bien non, rien de tel ne peut se produire. Parce qu'une émotion et une pensée fonctionnelle n'ont rien à voir avec une rumination mentale. L'émotion te fait bouger, et puis elle passe, elle s'arrête. Ensuite, tu te sens soit un peu moins mal, soit mieux, soit bien. Une rumination mentale bloque ce mouvement. Elle t'enferme dans une boucle. En remplaçant ton émotion, elle en empêche la résolution. En vérité, c'est quand tu entres dans les ruminations mentales que tu évites de vivre pleinement tes émotions. Parce que le discours mental qui s'installe t'en empêche. L'émotion est un mouvement, sous forme de vécu, de ressenti interne, qui te sort d'un état qui a changé et qui t'oblige à t'adapter, alors que la rumination mentale te maintient dans l'état problématique. Quand le mental prend la main, l'émotion ne peut pas faire son travail. Alors ne crains pas de laisser tes ruminations mentales en plan.
tu ne rates rien d'important. En vérité, c'est même exactement le plus gros problème des ruminations mentales. Outre le fait qu'elles sont dopaminergiques et addictives, et que ça demande un peu de persévérance pour en sortir, elles sont problématiques aussi et surtout parce qu'elles te coupent de ta créativité. Tu as besoin de sérénité mentale pour laisser émerger l'espace d'inspiration, d'innovation, d'introspection, et pour laisser s'exprimer de nouvelles manières de penser ou de voir les choses. Il ne se passe pas grand-chose de nouveau dans la tête de quelqu'un qui tourne en boucle autour du même sujet depuis des années. Quand les ruminations mentales s'éteignent, un espace immense et frais s'ouvre dans ton mental, comme un vaste pays de neige vierge, ou une immense plaine de nature sauvage balayée par le vent. Tu peux enfin penser. Pour bien t'aider à repérer que tu es dans une rumination mentale et pas dans un processus de réflexion constructif, j'attire ton attention sur un point un peu subtil qui peut t'empêcher de lire correctement la situation. Les ruminations mentales sont parfois un peu difficiles à détecter parce qu'elles semblent toujours très crédibles pour celui qui les pense. Par exemple, si je ne trouve pas une solution pour sortir de ma dépression et me motiver à travailler, l'État finira par me couper mes aides, je ne pourrai plus payer mon loyer et je vais devoir retourner vivre à la rue. Les ruminations paraissent toujours dramatiques et exagérées pour les autres, mais pour celui qui les pense, elles ressemblent plus à des prophéties qu'à des exagérations. Et ceux qui les ruminent renforcent leurs ruminations en trouvant des preuves que leurs ruminations sont des pensées fondées et réfléchies, et que le danger qui les inquiète est réel. Pourquoi ? Parce que ton cerveau recherche de la cohérence. La cohérence améliore le sentiment de sécurité, et l'incohérence est un facteur de stress interne. Alors quand la pensée qui annonce la boucle se présente, ton cerveau trie tes pensées, tes souvenirs, tes croyances, tes conditionnements, ce qui se dit dans ta culture. Il sélectionne les infos, les statistiques, les stéréotypes, les cas où c'est arrivé à d'autres, tous les éléments qui semblent coller avec la pensée. Il peut aller jusqu'à distordre un peu la réalité et il te propose des interprétations orientées. Tu construis un dossier de preuves à charge. Si quelqu'un te dit « Mais non, mais t'exagères, tu dramatises », tu rétorques immédiatement « Mais non, je dramatise pas. C'est la vérité que si blablabla et blablablou, alors je vais finir à la rue. Le risque est réel, je l'invente pas. » Encore une fois, ta nature joue contre toi. Ton cerveau est câblé naturellement pour imaginer le pire, parce que dans un contexte normal, ça lui permet de l'éviter. Si rien dans ton cerveau n'anticipait ce qui peut t'arriver, il t'arriverait beaucoup plus de bricoles. Dans le cas de la rumination mentale, ton cerveau détecte le danger et il applique une amplification émotionnelle. La possibilité de danger devient alors un danger réel, une urgence crédible. Il en découle une boucle sans fin. La pensée anxieuse née d'un stress crée du stress. Le stress te fait envisager des pensées de plus en plus inquiétantes qui augmentent ton émotion et dès lors, ton émotion te sert de preuve. Non mais je suis pas fou, si je ressens ça, c'est parce que c'est vrai. Ça peut arriver et c'est angoissant, je ne l'invente pas. Le possible devient le probable. Et le risque que ça se produise devient au mieux un danger immédiat, au pire une prophétie. Tu es convaincu que ça va t'arriver. Dans ces moments-là, c'est difficile de débusquer la rumination mentale. Et c'est ça qui bloque ta capacité à lâcher prise. C'est à ce moment-là que tu as peur d'arrêter de ruminer. Tu te dis, si j'arrête de cogiter, je ne trouverai jamais la sortie. Le problème va s'aggraver, ce sera encore pire. Je vais tout sacrifier, tout perdre, et il faut que je continue à réfléchir à ce problème, sinon ce que je redoute le plus va arriver. Comme tu le vois, c'est une rumination mentale. Ce qui fait que tu ne le vois pas quand tu es en plein dedans, c'est que tu crois depuis toujours que tu es l'auteur de 100% de tes pensées. Mais je vais te montrer que ce n'est pas le cas, et ça va dégager un début de solution. Tout d'abord, pourquoi croyons-nous presque tous que c'est nous qui fabriquons nos pensées et nos réflexions ? Eh bien, comme nous pensons nos pensées à la première personne, en disant « je pense que, je veux, je devrais », nous concluons que puisque je suis ce « je » qui pense et qui parle, alors je suis le créateur de mes pensées. Mais c'est un saut logique qui s'éloigne d'une vérité plus subtile et difficile à cerner. D'autre part, certaines de mes pensées sont bel et bien volontaires. Quand tu réfléchis pour résoudre un problème, par exemple, ou pour écrire un texte, tu as l'impression de produire tes pensées. Alors tu généralises cette impression à toutes tes pensées. En réalité, il y a énormément de pensées qui ne viennent pas de toi. La petite chanson qui tourne en boucle. La vérité pensée par quelqu'un d'autre.
et que tu as mémorisée sans la remettre en question. Par exemple, il faut manger 3 repas par jour, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, il faut dormir 8 heures par nuit. Tu as aussi le cas de la pensée intrusive qui survient dans ton espace mental et qui te paraît tellement bizarre que tu te demandes ce qu'elle vient faire là. Et bien vite, tu la zappes. Il y a les pensées conditionnées, de type « Ah non, je vais déranger si je donne mon avis ». Il y a le souvenir ancien qui ressurgit d'un seul coup au moment où tu t'y attends le moins. Le raccourci de logique. La pensée automatique. C'est simple, il suffit que tu veuilles faire 1 minute de méditation en te donnant la consigne que tu ne penseras à rien tant que tu ne l'as pas décidé pour te rendre compte que tu ne maîtrises pas l'émergence de tes pensées. La psychologie cognitive et les neurosciences montrent qu'une grande partie de l'activité mentale est initiée de manière non consciente, c'est-à-dire avant que nous en ayons conscience, et que nos pensées qui naissent proviennent de milliers de sources différentes extérieures à nous. Si tu as la croyance que tu es celui ou celle qui pense, c'est parce que ton cerveau a besoin de maintenir de la cohérence pour pouvoir conserver une impression d'unité dans ton expérience, dans ton identité. C'est plus apaisant de sentir que je maîtrise plutôt que d'observer que beaucoup de choses émergent en moi sans mon contrôle. Mais en vérité, il est plus juste de considérer que je suis plutôt l'espace dans lequel mes pensées émergent. La plupart d'entre elles apparaissent spontanément, sans que je les ai choisies. C'est important d'avoir conscience de cette nuance parce que si tu crois que tu es l'auteur de toutes tes pensées, tu opères une fusion cognitive très forte avec elles. Tu t'identifies super fort à ces pensées qui apparaissent. Tu les prends pour des vérités qui te concernent et qui te disent quoi faire. Cette identification peut te donner une illusion de contrôle, mais tes pensées acquièrent alors un pouvoir agissant très puissant et très déclenchant. Tu risques alors de faire tout ce à quoi tu penses. Si tu considères plutôt que les pensées sont des phénomènes qui apparaissent dans ton espace mental, tu peux un peu mieux choisir celles que tu veux conserver pour vivre ton expérience. Les graines que le vent porte jusque dans ton jardin se sèment toutes seules, mais tu peux choisir de garder certaines pousses et d'en éliminer d'autres. Comme un chef de gare qui voit passer des trains toute la journée, tu ne choisis pas quel train passe, arrive, reparte, reste à quai, mais tu peux choisir le train dans lequel monter, et tu peux choisir de ne pas embarquer dans certains trains. C'est une compétence fondamentale pour pouvoir mettre à distance les ruminations mentales. Maintenant que tu as pris un peu de distance par rapport à tes pensées et que tu sais à quels critères reconnaître une rumination, critères que j'ai soigneusement détaillés dans l'épisode précédent, je te suggère de commencer à noter dans un carnet toutes les ruminations mentales qui se sont installées sous ton crâne. Tu vas voir que tu as tes thématiques à toi qui reviennent toujours. Elles correspondent à ton histoire, à certains pans de ton éducation, à la culture ou à l'environnement dans lequel tu as grandi, mais aussi à tes addictions de prédilection. Quelqu'un qui consomme du tabac, de l'alcool, de la cocaïne, du cannabis ou du porno a des sujets de rumination mentale un peu spécifiques. Tes ruminations te racontent toujours un peu la même chose autour des mêmes thèmes et elles t'entraînent toujours un peu dans le même type de scénario. Quel genre de scénario ? Il y en a plein. L'autopsie du passé. J'aurais dû, j'aurais pas dû, et si j'avais plutôt dit ça ? La catastrophe imminente. Et si ça marche pas ? Et si ça empire ? Le procès intérieur. Oh, j'ai abusé. Non, mais lui aussi. Est-ce que j'étais injuste ? Qui a tort ? Qui a raison ? La quête d'explication totale. Pourquoi il a fait ça ? Il y a forcément une explication. La dévalorisation de soi. La décision impossible. La lecture de pensée. Qu'est-ce qu'il pouvait bien vouloir dire ? Le procès d'intention. Je suis sûre qu'il a fait ça pour me nuire. L'indignation chronique. Pourquoi ça m'arrive toujours à moi ? C'est pas juste, ça n'aurait pas dû m'arriver. Le scénario « et si ceci, et si cela ?» La réparation relationnelle. Je vais lui parler, je vais lui ouvrir les yeux. S'il accède aux mêmes informations que moi, ou si elle comprend ce que je ressens, elle va comprendre et changer et tout ira bien. Le scénario « tout ou rien » ou encore attendre une vengeance ou une réparation, etc., etc., etc. Creuse un peu. C'est une enquête aussi intéressante qu'importante. Au début, tu vas débusquer facilement les plus évidentes d'entre elles. Répétitives, sans fin, elles te conduisent dans des visions déprimantes et accablantes de toi et du monde. Tu connais parfaitement la chanson et elles vont t'apparaître avec évidence. Il y a d'autres formes de rumination mentale qui t'apparaîtront comme telles plus tard,
quand tu auras déjà pris un peu d'habileté, un peu d'entraînement, quand tu commenceras à réussir à stopper les pires d'entre elles dès qu'elles apparaissent. Tu seras capable de repérer d'autres mécanismes ruminatoires qui influencent directement ton comportement, comme par exemple le perfectionnisme malsain et la procrastination. Le perfectionnisme, par exemple, cette tendance qui consiste à viser la qualité, peut devenir une rumination quand il te fait entrer dans une boucle sans fin où tu analyses excessivement. Tu doutes de toi, de tes capacités, de ta légitimité, de ta motivation. Un perfectionnisme sain t'aide à améliorer la qualité de ce que tu produis. En soi, ce n'est pas un problème. C'est même motivant. Mais si ton perfectionnisme est orienté anticipation du jugement d'autrui et évitement total de l'erreur, les choses se compliquent et la rumination mentale s'installe. Dans ce cas, ton perfectionnisme peut te paralyser dans la peur de l'erreur, dans l'autocritique incessante et accablante, ou te maintenir dans des niveaux d'exigence irréalistes qui t'empêchent de passer à l'action, qui t'empêchent de valider tes productions et de les terminer. Au final, ton mental remplace l'action réelle par une activité interne répétitive. Et c'est un problème similaire avec la procrastination. La procrastination opère un peu de la même façon. Elle est simplement à l'opposé du spectre. Tu bloques dans l'impression que tu ne sais pas par où commencer, que le moment n'est pas optimal, qu'il te manque trop d'infos, que tu n'es pas prêt, que tu n'es pas dans le bon mood, que tu dois d'abord faire ceci ou cela avant pour te mettre dans de meilleures conditions. C'est une espèce de perfectionnisme si tu regardes bien. Et là aussi, ton activité mentale remplace l'action et te fige. Donc si tu luttes avec le perfectionnisme ou la procrastination, ton problème, ce ne sont pas tes compétences ou ta volonté, ce sont tes pensées, tes ruminations mentales. Alors je te signale ça, juste pour que tu te prépares à ouvrir largement l'orientation de tes antennes, parce que les ruminations mentales peuvent se loger à des endroits que tu n'attends pas. Faire des to-do list pour la journée avec tellement de lignes qu'il te faudrait 2 ans pour toutes les cocher. C'est une forme de rumination mentale. Te répéter 10 fois par semaine que tu dois absolument maigrir et avoir en permanence un scénario qui tourne en fond sonore sur ce sujet. Prendre 1000 fois par an les mêmes résolutions sans jamais rien concrétiser. Te plaindre, faire des commérages, t'auto-critiquer, penser en mode tout ou rien, vouloir tout contrôler. Tu prends ça pour des défauts? Ce sont des formes de rumination mentale. Tu vas retrouver les ruminations impliquées à plein d'endroits. Les troubles obsessionnels compulsifs, l'hypocondrie, les phobies, les complexes, etc. Prends ton carnet et amuse-toi bien. Ne t'inquiète pas si au début, les premiers temps, tu as l'impression horrible que 95% de tes pensées sont des ruminations mentales. C'est une impression tout à fait normale. Tu peux avoir l'impression écrasante que tu ne vas jamais réussir à endiguer ce fléau dans ton mental. Mais je te le dis, tu vas y arriver. C'est vrai que les premiers jours de sevrage sont un peu flippants. Le sevrage rumination mentale, un peu comme le sevrage tabac, ça produit une intense sensation de submersion. Mais ça va passer. Tu vas reprendre le dessus. Commence par observer déjà. Pour mettre un stop, il y a des solutions, et c'est de ça dont je vais te parler dans l'épisode suivant. Si tu trouves que mon travail est utile, pense à le partager et à le commenter, si tu es sur une plateforme qui te permet de le faire, ou à le liker et à t'abonner, parce que ça améliore sa diffusion. Le must pour améliorer la diffusion, en ce moment, ce que préfère l'algorithme, ce sont les commentaires. Et c'est pour ça que tous les podcasteurs mendient en te suggérant de participer en commentaire. Bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi, en vrai, et dans tous les cas, je te remercie pour ton soutien, parce que ça donne du sens à mon travail, et ça me motive à ne pas procrastiner, poil au nez. Je te retrouve bientôt. D'ici là, garde à l'esprit que la seule façon sûre de ne jamais devenir accro à quelque chose, c'est de ne pas commencer, et que la seule façon sûre de ne jamais replonger, c'est de ne pas recommencer. À bientôt. Bye bye.